Les parents des deux victimes nous ont demandé si on pouvait les enterrer ensemble. On a dit oui par respect pour les familles et aussi par respect pour eux deux. Ils étaient tellement amoureux. Ça aurait été inhumain de les séparer parce que l'un des deux n'était pas de la commune. L'histoire la plus terrible qu'ait connue cette petite ville de Belgique. Le 7 janvier dernier, les gens sont venus de toute la région pour assister aux obsèques de deux enfants du pays. Shanna, 18 ans, et Kevin, son fiancé, 22 ans. Tous les deux sauvagement assassinés 5 jours plus tôt. Des parents effondrés et tout un village bouleversé. Le jeune couple était très connu. Depuis 3 ans, ils ne se quittaient plus. Kevin venait de trouver un emploi à Loksbergen. Shanna terminait ses études secondaires. Fous l'un de l'autre, ils s'étaient jurés de vieillir ensemble. Ils n'en auront malheureusement pas eu le temps. Ils ont passé leur dernière soirée dans ce café le soir du 1er janvier. Après, on ne les reverra plus vivants. Le 2 janvier au matin, les pompiers annoncent à la famille une macabre découverte au bord de l'autoroute. Dans la voiture carbonisée de Kevin, on retrouve 2 corps. Le jeune garçon dans le coffre et Shanna sur la banquette arrière, abattus tous les deux de plusieurs balles dans la nuque. Les parents des victimes sont sous le choc. Personne ne connaissait d'ennemis au jeune couple. La dernière fois qu'on les a vus, ils partaient avec le sourire. Et le lendemain matin à 7 h, on vient nous raconter tout cela. Je n'arrive pas à l'accepter. Un double meurtre qui révulse toute la région. 4000 personnes défilent ce jour-là en silence dans les rues du village. Et puis 3 jours plus tard, coup de théâtre, la télévision flamande annonce une incroyable nouvelle. Ronnie J., le voisin de Shanna Poltans, a été officiellement arrêté dans l'affaire du double meurtre de Loksbergen. Le suspect arrêté habite la porte juste à côté, dans la maison mitoyenne de Shanna. Il connaissait bien la jeune fille assassinée. Les enquêteurs bouclent le quartier. L'assassin présumé s'appelle Ronald Jansen, 38 ans, père de 2 fillettes de 9 et 11 ans. La police a trouvé un certain nombre d'indices lors d'une perquisition autour de sa maison. Les conditions de son arrestation restent top secrètes, mais Jansen n'était pas inconnu de la police. Il avait déjà fait l'objet d'une plainte pour violence sexuelle de la part de son ex-compagne. Il apparaissait pourtant comme un voisin idéal, comme sur ces images où il est invité à un barbecue par les habitants du quartier. Il aura suffi de quelques heures aux enquêteurs pour faire avouer le double meurtre à Ronald Jansen. Cette nuit-là, il aurait attendu chez lui le retour du jeune couple et sous la menace d'un revolver, les aurait fait monter dans la voiture de Kevin. 1 kilomètre plus loin, sur un chemin abandonné, il aurait exécuté le garçon de 3 balles dans la nuque. Puis tenté d'abuser de Shanna. Il l'aurait tuée alors qu'elle essayait de s'enfuir au bord de l'autoroute. À 2h30, après avoir mis le feu à la voiture pour effacer toutes les traces, Jansen serait rentré tranquillement chez lui, à pied, pour se coucher. Ses 2 fillettes dormaient dans la chambre juste au-dessus. Le suspect était prof de dessin industriel dans un collège de la région. Le lundi matin après le crime, comme d'habitude, il était en classe. Devant l'établissement, c'est toujours un sujet sensible. Vous connaissiez Ronnie Jansen ? Je préfère pas en parler. Demandez plutôt à ceux qui sont là-bas. Quelqu'un parmi vous était l'élève de Jansen ? Moi, oui. On peut vous poser des questions à ce sujet ? Non, l'école ne nous autorise pas à commenter cette affaire. Dans la classe, tout le monde est très choqué. Le lundi après le meurtre, il a dit devant les élèves qu'il déplorait ce crime. Il a même dit qu'il trouvait ça bizarre. Stupeur dans toute la Belgique, car du fond de sa prison, le prof de dessin va faire d'autres aveux.
Ronnie Janssen de Loksbergen est le meurtrier de Annick van Nuystel. C'est ce qu'a confirmé ce matin le parquet de Louvain. Annick van Nuystel, 18 ans, avait disparu en sortant d'une soirée il y a 3 ans. Son corps avait été repêché 6 jours plus tard dans le canal Albert, à seulement quelques kilomètres de Loksbergen. Une affaire jamais résolue. Ronnie Janssen a avoué avoir croisé la jeune fille par hasard. Cette nuit-là, il aurait été à la recherche d'une proie. Annick aurait été séquestrée pendant 2 jours dans la cave de la maison de Janssen. Avec ce nouveau meurtre présumé, l'affaire prend une dimension nationale. Les médias commencent à comparer Janssen à des tueurs en série comme Marc Dutroux ou Fourniret. D'autant qu'il annonce encore un 4e meurtre et une série de 5 viols qu'il aurait commis entre 2002 et 2006 dans la région. Le jardin, le ruisseau, les environs de la maison, tout est passé au peigne fin par la police scientifique qui cherche d'autres preuves. Le petit village est devenu une attraction. Le dimanche après-midi, les curieux se pressent dans la rue du criminel présumé. Vous venez faire quoi ici? On vient voir. Pourquoi? Ça vous fait quoi toute cette histoire? C'est affreux, c'est terrible. Ça va mieux depuis qu'il a été arrêté. Ça vous rassure ou pas? Bah oui, Pourquoi? moi aussi j'ai une petite amie. Chacun a sa petite version des faits. Je pense qu'il y a d'autres personnes enterrées ici. Avec ce genre d'individu, il faut s'attendre à tout. Ils ont creusé et il paraît qu'ils ont déjà trouvé 3 armes là-bas. Ils remuent tout, même les pierres. Il paraît que les pierres qu'on a trouvées dans le sac de la petite Annick viennent d'ici. Nous avons retrouvé une vidéo tournée quelques jours avant le meurtre. Ce jour-là, Ronald Janssen dîne avec des copains. L'homme paraît bon vivant, toujours prêt à rire et boire un coup. Des images tournées dans le seul endroit qu'il fréquentait. Le café du musée, un petit bar associatif à côté de chez lui, très fermé, où les membres avaient fini par l'accepter, lui qui n'était pas de la région. Ici, les journalistes ne sont pas les bienvenus, mais après quelques verres, les ex-amis de Janssen nous font visiter l'univers où l'assassin présumé passait ses soirées. Vous savez, on prend le bus pour aller jusqu'en Flandre française, pour faire des combats de coqs. Vous voyez, c'est ce qu'on attache à leurs pattes, des lames de rasoir. Ça, c'est une table de faiseuse d'anges. Il y a 100 ans, cette table servait pour avorter. Et le fruit tombait ici, dans le tiroir. Je me souviens, on a célébré ici la naissance d'une des filles de Janssen. On avait même fait une cigogne de 5 mètres de haut. Au café du musée, on s'amusait bien, comme ici lors d'une soirée déguisée. Ses anciens amis tombent des nues. Cet homme, ça faisait 10 ans qu'on le connaissait. Mais il ne nous a jamais rien dévoilé, en fait. Il gardait toujours le contrôle de lui-même. À mon avis, c'était probablement pour ne pas dévoiler son autre personnalité. Pour tous, Janssen reste un mystère en Belgique. Son avocat refuse de s'exprimer. Même son frère, qui habite un petit village à la frontière néerlandaise, a du mal à recevoir les médias. Il n'a pas voulu être reconnu, mais il a accepté de nous parler sur le pas de sa porte. Il essaye de garder de Ronald l'image qu'il en avait avant cette terrible histoire.
Mon frère, je ne peux pas en dire du mal. Je suis en train de découvrir qu'il peut être une personne bonne ou dangereuse, mais moi, je n'ai connu que le bon côté. Combien de crimes Ronald Janssen a-t-il commis? La police belge a pour l'instant rouvert une dizaine d'affaires de disparition. Toujours le même profil, des jeunes filles entre 18 et 25 ans dont on n'a jamais retrouvé l'assassin. Les enquêteurs sont aussi toujours à la recherche d'un homme qui avait semé la terreur sur le campus de Louvain dans les années 90. Le violeur d'Arenberg, comme on l'avait surnommé, n'a jamais été arrêté. À cette époque, Janssen fréquentait cette université. L'histoire commence il y a 20 ans, comme un conte de fées. Alicia, alors adolescente mal dans sa peau, est choisie par un jeune auteur-compositeur pour jouer dans sa comédie musicale. L'homme vit en couple, sa femme est enceinte. Il a 27 ans, Alicia 14. Ils deviennent très proches. Le professeur de chant est même invité à ses anniversaires en famille. Alicia se rend chez lui 3 fois par semaine pour répéter. Ils sont alors seuls dans l'appartement. Un jour, il me demande « Je suis quoi pour toi ?» Et je lui dis « T'es mon deuxième papa. » Et ce jour-là, il me dit « Ah non, je suis pas ton deuxième papa, tout sauf ça. » Et il me dit « Moi, je suis amoureux de toi. » Ça a commencé comme ça. Et tout en me disant ça, il me prend par la main, il me fait asseoir sur ses genoux, et il m'embrasse. Et moi, là, je me sens piégée, j'ai l'impression de ne pas avoir le choix. Je me suis laissée faire. Et j'avais un corps de petite fille, hein. Je jouais le rôle d'une gamine de 9 ans, j'étais crédible, hein. J'avais pas de poitrine, j'étais toute petite, encore plus qu'aujourd'hui. Vraiment visage enfantin. Maman, papa. C'est ce rôle, joué ici par une autre petite fille, qu'Alicia interprète. C'est étrange. Mais je n'ai rien à vous donner en échange. Alicia est vierge, son professeur le sait. Les premiers rapports sexuels sont violents. Les premiers rapports qu'on a, c'est très vite des rapports anaux, à chaque fois. Ça a duré pendant 2 ans. Et oui, c'était du viol dans le sens où, quand je lui disais que j'avais mal, que je lui disais que j'avais mal, il me disait « Chut, pense au plaisir ». Quand c'était douloureux pour moi et que je voulais arrêter, il me disait « Non, une fois que ce sera dedans, ça ira mieux ». Lui, il me disait qu'il était amoureux, qu'il fallait qu'on se cache, que personne ne comprendrait notre différence d'âge, et qu'on serait comme Céline Dion et René, et que quand j'aurais 18 ans, enfin, on pourrait révéler notre amour au grand jour, et que pour l'instant, il faudrait se cacher. Pour lui, c'était prendre le risque d'aller en prison, parce que c'était interdit, il le savait très bien, et il me le disait. Et du coup, je le laissais faire tout ce qu'il voulait. Cette relation cachée va durer 4 ans, avant qu'Alicia ne coupe les ponts. Elle estime aujourd'hui avoir été sous emprise. L'homme qu'elle dénonce s'appelle Stéphane Métro. Il a maintenant 46 ans. Au fil du temps, le jeune auteur-compositeur s'est fait un nom comme chanteur dans le monde des comédies musicales. Si vous trouvez que celle-ci est bonne, bienvenue à Vérone. Il interprète des rôles dans les spectacles à succès, Roméo et Juliette ou Le bal des vampires. Stéphane Métro devient aussi un professeur reconnu. Nous l'avions filmé en 2016, lors d'un reportage sur l'ICOM, une école de comédie musicale. J'ai pas assez de FIA. La carte, pareil, soufflez tous ensemble, comme la belle famille de la comédie musicale sait le faire. On n'est plus à savoir si vous pouvez chanter juste, hein. J'espère pour vous les filles. Hein.
C'est pas regardez-vous, c'est regardez-vous. Regardez-vous en face. Agresser, c'est ce verbe peut t'aider. Regardez-vous! Des cours pour adultes et une section junior où il côtoie des dizaines d'adolescents. Beaucoup mieux. En juillet 2016, 13 ans après les faits, Alicia se décide à témoigner contre lui dans ce commissariat. Les enquêteurs lui révèlent alors que Stéphane Métro fait déjà l'objet d'une plainte pour corruption de mineurs. Un père de famille a découvert ces messages ambigus sur le portable de sa fille de 14 ans, elle aussi élève du chanteur. Tu es au lit? Oui. Je peux venir? Oui. Alors je viens et je t'embrasse tout doux. Je te serre fort, je t'aime fort. Suite à la plainte d'Alicia, les policiers perquisitionnent l'appartement du chanteur et trouvent la trace d'autres échanges inappropriés avec des adolescents. Pour Maître Benouesh, avocat des parties civiles, Stéphane Métro serait un prédateur au mode opératoire bien rodé. Il va lancer des lignes, c'est-à-dire qu'en fait, il envoie un petit peu partout ces tentatives de création de liens amoureux à plusieurs adolescents. Il y a ceux qui vont montrer ça à leurs parents et qui vont dire stop. Et puis en même temps, il y a ceux qui, peut-être par manque de communication avec les parents, peut-être parce qu'ils vivent une puberté qui les a un petit peu renfermés sur eux-mêmes, peut-être aussi, et sûrement d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas dire non à celui qui sait, on ne peut pas dire non à celui qui enseigne, et on ne peut pas dire non à celui qui est déjà tellement reconnu dans le milieu qu'il est incontournable, ceux qui vont se laisser entraîner dans, au début, cette relation épistolaire électronique, bien sûr, et qui va déboucher sur de véritables viols. Car Stéphane Métro fait figure de modèle pour ces adolescents qui rêvent de faire carrière. Gwendal Marimoutou, 27 ans, est aujourd'hui la star de la comédie musicale Le Roi Lion. Il rencontre Stéphane Métro à 14 ans. Lors de l'émission, La France a un incroyable talent. Stéphane Métro est son coach vocal en coulisses. Gwendal le retrouve l'année suivante à l'école de comédie musicale. Stéphane Métro, déjà, c'est mon prof, déjà, c'est mon responsable de section. Et en plus, c'est quelqu'un qui est sur scène, qui était dans des tournées à l'international. Donc, forcément, oui, il était déjà dans des grandes scènes, les scènes que j'avais envie de faire. Donc, j'avais un respect total pour cette personne. Stéphane Métro cherche à monter sa propre comédie musicale et propose à Gwendal d'en faire partie. Il se voit de plus en plus au domicile du professeur pour répéter jusqu'au jour où... Il m'attend à la gare, RER. On va chercher un McDo, il me prend un menu enfant, je rentre chez lui, on mange et il me met devant... il met Roméo et Juliette à la télé, la captation. On est en train de manger devant lui-même, qui est au Palais des Congrès avec des artistes que j'admire, en faisant quelque chose que je rêve de faire. Puis d'un coup, il commence à tout tamiser. Et au moment où mais c'est pas une blague, au moment où je finis la dernière bouchée de ma glace, cac, il pose sa main sur mon sexe et ça part. Et j'étais habillé encore. Et donc que faire ? J'essaye de freiner je tente un câlin, non, pas de câlin, ok, bon, il m'emmène dans la chambre, c'est intense, c'est machinal, ça dure pas très longtemps, j'ai mal, et puis... il y a une relation sexuelle. Il y a une relation imposée. sexuelle, ouais. Et il finit, il part. Il me laisse sur le lit, il va dans la salle de bain, il me part. Et moi, je suis là. Je suis perdu, j'ai des spasmes musculaires. Et j'attends en plus. J'attends un retour, j'attends quelque chose. Non, il revient dans le salon et il appuie sur play, quoi. Donc voilà. Des rapports qui vont se répéter pendant 9 mois, sans que Gwendal ne dise rien à personne. Même pas à sa mère, Guénela, avec qui il est pourtant fusionnel.
Mais une nuit, elle surprend un texto sur le portable de son fils et le questionne. Non seulement il me dit ce qui s'est passé, ce qui est déjà... J'ai pris comme un, je sais pas moi, un grand coup de pied dans le bide là, je vous cache pas. La première chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller voir le directeur de l'ICOM et de dénoncer Stéphane Métro à la police. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Et là, mon fils s'effondre et me supplie de ne rien dire. Et je vous cache pas que j'ai eu un peu de mal à m'asseoir sur mes convictions, hein, parce que là, franchement, je me disais, c'est pas possible, je peux pas laisser cet homme comme ça, impunément. Mais en même temps, je pouvais pas non plus... enfin, j'avais peur pour mon fils, quoi. Il m'a tenu des propos tellement alarmants que je savais plus, j'avais même peur pour sa vie à un moment. Une réputation, ça se fait, ça se défait en 2 secondes, et voilà, Gwendal n'allait pas payer encore plus cher le fait d'être la victime de Stéphane Métro. Voilà, il l'avait déjà payé assez cher. Moi, ça m'a tiraillé pendant des années. Vous aviez en tête qu'il pouvait faire d'autres victimes? Oui. C'est ça qui me rend très mal à l'aise, même pour témoigner devant vous ce jour, bien sûr. Stéphane Métro est-il alors conscient du pouvoir qu'il a sur ses jeunes élèves? A-t-il développé un sentiment d'impunité? Car l'artiste a déjà été condamné. C'était en Ardèche, il avait 18 ans. Pour avoir agressé sexuellement 2 enfants de 10 et 11 ans, il écope d'une peine de prison, mais avec sursis, effacé de son casier au bout de 3 ans. À l'époque, il n'y a pas de fichier des délinquants sexuels et le jugement ne prévoit aucune interdiction de travailler avec les enfants. Il est ainsi embauché sans difficulté à Disneyland Paris. C'est à cette période qu'il rencontre celle qui va devenir sa meilleure amie, Sandrine. Ils sont tous les 2 artistes pour la grande parade. Stéphane avait déjà le spectacle dans le sang. C'était quelqu'un qui qu'on sentait déterminé et qui avait un objectif, c'était être sur scène, finir sur scène à un moment donné en tant qu'artiste reconnu. Sandrine, qui ignore tout de son passé, choisit Stéphane Métro comme parrain de sa fille aînée, même si certains aspects de sa personnalité lui posent parfois question. On voyait son manque de relations intimes, en tout cas de petites amies, parce que finalement c'était quand même assez rare qu'il en ait. On voyait, alors qu'il plaisait physiquement, c'était quelqu'un qui attirait l'œil, c'est quelqu'un que les filles regardaient en général, et on se disait c'est étrange, en fait il y a une forme de timidité peut-être de sa part, on ne sait pas, mais en tous les cas il y a peu d'histoires comparativement à ce qui pourrait être le cas. Il avait une ambiguïté, son côté mystérieux, son retrait, sa timidité, sa pudeur, tout ça a fait que malheureusement on est tombé dans ce travers-là, dans cette fausse idée de penser que Stéphane avait certainement une homosexualité refoulée. Et voilà, et on s'en est pas défait. Dans le milieu de la comédie musicale, tout le monde semble ignorer son attirance pour les plus jeunes. Gérard Presgurvic, auteur-compositeur de Roméo et Juliette, a longtemps travaillé avec lui. C'est-à-dire que vraiment, musicalement, il a aidé tout le monde. Il n'a jamais créé le moindre problème. Vous avez jamais entendu parler de rumeurs ou de gestes déplacés ou de... On est tous tombés sur le cul quand on a appris des trucs dernièrement. Mais non, pas du tout, bien sûr. J'en ai écarté 2, 3 en ces 20 ans parce qu'ils étaient un peu trop agressifs avec les filles. Ça, je les ai virés. Et lui, jamais j'aurais pensé que c'était plus grave encore. Pourtant, dès 2011, la rumeur enfle dans les couloirs de l'ICOM, l'école de comédie musicale, où Stéphane Métro enseigne. Certains étudiants alertent la direction sur son comportement envers de jeunes élèves. Sandrine y était professeure de danse à cette époque. Il y avait, en tout cas de mon époque, je pense qu'elle est toujours là, la responsable de l'ICOM Junior, qui oui, a protégé Stéphane de manière claire et nette. Là, pour le coup, on a eu des vrais témoignages de différents élèves qui ont attesté qu'elle avait dit à plusieurs reprises que c'était pas grave. Voilà, quand Stéphane était un peu plus proche d'une élève que d'une autre, c'était pas grave, c'était mignon, c'était gentil, c'était pas important. Il fallait pas y prêter attention. Alors, on parle de petites choses, hein, mais quand même. Un petit bisou par-ci, une petite caresse sur la joue par-là, une élève qu'on met sur les genoux, c'était pas grave.
Camille, scolarisée de 2010 à 2012, se souvient de cette scène ubuesque où le directeur de l'école, Pierre-Yves Duchesne, convoque tous les étudiants dans la grande salle. On doit être une centaine. Et du coup, Stéphane, qui est derrière le piano, et Pierre-Yves qui fait les 100 pas au milieu de tout ce monde-là. Et Pierre-Yves nous explique qu'il y a des rumeurs qui circulent sur Stéphane qui sont fausses. Qu'il ne faut pas faire ça. Que les gens qui ont lancé ces rumeurs-là, c'est mal. Il ne faut pas faire ça. Ça peut être dangereux. Et par rapport aux échanges de textos qui sont avérés, il ne se rend pas compte parce que pour lui, il a le même âge que nous dans sa tête et qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Et il demande à Stéphane de s'excuser. Donc Stéphane s'excuse, Stéphane pleure, il s'excuse. Et après ça, Pierre-Yves nous dit « Bon, ben voilà, c'est réglé. On n'en parlera plus jamais. » Il nous dit que si on n'est pas d'accord avec ça, on peut sortir maintenant. Et que si on sort maintenant, on fera pas le spectacle. Et je sais plus s'il a rajouté qu'on pouvait aussi dire au revoir à l'école. L'école attendra 2016 et la plainte déposée par Alicia pour renvoyer Stéphane Métreau. Nous avons sollicité la direction qui n'a pas souhaité s'exprimer. Marine, 19 ans, la fille unique de Stéphane Métreau, ne conteste pas que son père ait eu des relations avec des mineurs. Mais pour elle, il s'agit d'histoires d'amour consenties. Mon père, il m'a toujours tout donné, il a toujours été là pour moi, j'ai toujours passé des moments incroyables avec lui, il m'a emmené partout. On a voyagé, on est allé voir des spectacles, j'allais à Disney, j'avais tout ce que je voulais, c'était mon père, quoi. Forcément, ce qu'il a fait, c'est mal, je suis d'accord, mais il y a des choses qui ont été déformées et c'est ma part de haine. Marine explique la déviance de son père par des traumatismes qu'il aurait subis enfant quand il habitait sur l'île de la Réunion. Comme souvent, Stéphane Métreau aurait été victime de viol avant de devenir agresseur. C'est pas normal qu'à 6-7 ans, on soit touché, qu'une personne de notre famille nous emmène dans la forêt pour nous faire des choses qu'on n'est pas censé nous faire. Enfin, je pense qu'il a vécu trop de choses que personne ne devrait vivre. Il a été violé de ses 6 à ses 10 ans, je crois qu'il m'avait dit, par 2 hommes. Mais comment on peut grandir avec ça et une fois que ce calvaire pour lui est terminé suite à son départ vers la France avec ma grand-mère, et arrivé en France, ma grand-mère s'est remariée avec un homme qui frappait mon papa. Donc c'est-à-dire que ce cauchemar a continué pour lui. Comment on peut se construire alors que, très clairement, on est déjà en 1000 morceaux? Il n'a pas vécu son enfance, il n'a pas vécu son adolescence, donc pour lui, son âge, il est resté... Enfin, il avait 14 ans. Quand tout ça s'est passé avec Alicia, il avait 14 ans, il a revécu sa jeunesse. Et il ne s'est pas rendu compte qu'il en avait, 30. Le 14 décembre dernier, le procès de Stéphane Métreau s'est ouvert devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Il comparait non pas pour viol, mais pour atteinte sexuelle sur Alicia et Gwendal. Car à l'époque où il a commis les faits, il faut s'appuyer sur des critères très stricts pour prouver qu'une relation sexuelle entre un adulte et un jeune mineur n'est pas consentie. Il n'a jamais forcé, il n'a jamais usé de ce qui caractérise le viol. Donc ça, je pense que c'est une manipulation de sa part. Ce qui caractérise le viol, c'est la violence, la menace, la surprise, la contrainte. Il le savait très bien, puisqu'en 1996, c'est ce qui avait fait qu'il a été arrêté, qu'il a été mis en examen, qu'il a été condamné. Donc là, il a pris soin de changer de méthode, c'est tout. Quand j'ai porté plainte, j'en avais pas conscience. Je le disais dans ma déposition. Je pense quand même que j'étais consentante. Je l'ai dit. Et non, on ne peut pas être consentant quand on a cet âge-là. Ce qu'il m'a fait, on ne peut pas consentir à ça. Je ne l'ai jamais voulu, je ne l'ai jamais souhaité, je ne l'ai même pas imaginé une seule seconde. Je me suis laissée faire. Depuis avril 2021, la loi a évolué. Les mêmes faits aujourd'hui seraient considérés comme un viol, passible d'une peine de 20 ans de réclusion, contre 7 ans maximum pour atteinte sexuelle. Lors de l'audience, Stéphane Métreau a finalement exprimé ses regrets. Après mon témoignage à la barre, j'étais la seule partie civile à avoir été capable de le faire, entre 2-3 larmes.
Il s'est excusé, il a reconnu tous les faits. Est-ce que c'est sincère? En tout cas, ça semblait. Mais j'oublie pas que cet homme est un homme de théâtre, un homme de spectacle, et qu'il est très à l'aise en public. Les regrets de l'accusé, sa fille Marine, elle, veut y croire. Depuis des années, il a complètement conscience de ce qu'il a fait, il est complètement conscient que ce qu'il a fait est mal, il a conscience de tout, je veux dire, il est très conscient, il s'en veut beaucoup, et il est complètement guéri. Il débourse des sommes pas possibles pour aller voir la psychologue, la psychiatre, il a tout fait pour se soigner, et j'en suis rassuré, mais oui, il est guéri. La décision de justice sera rendue le 15 février. Le procureur a requis 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. Mais Stéphane Métro est déjà visé par une nouvelle plainte, pour viol cette fois. Laura avait 16 ans quand elle l'a rencontré. Elle aussi rêvait de comédie musicale. Mais contrairement à Gwendal et Alicia, Laura est parvenue à dire non. Nous l'avons rencontrée chez son avocate, Maître Doucelin. Je me suis retrouvée dans sa chambre. À ce moment-là, j'avais mes règles. Et la seule chose qu'il m'a dite, c'est « on le fera quand même ». Il était toujours extrêmement autoritaire. Et quand j'étais chez lui, il était brutal. La première fois aussi, il a été brutal. Ça s'est passé très vite et il m'a fait mal. Le jour où j'ai dit non, où j'ai réussi à le verbaliser, ben ça n'a rien changé, il l'a fait quand même. Alors que j'avais vraiment clairement dit non, que je l'avais repoussé, mais une ado contre un homme de cet âge-là, c'est pas facile de se défendre. Il me mordait, et un jour, en fait, il m'a blessé au niveau du téton. J'avais une grosse coupure, et ça m'a terrifiée. Et du coup, je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'il m'avait blessé. Il m'a pas répondu. En fait, il en avait absolument rien à faire de m'avoir sectionné un morceau du téton. C'était il y a 12 ans, mais depuis, Laura souffre toujours d'un choc post-traumatique important. Je peux avoir une crise d'angoisse devant la marque d'un sachet de thé, devant un certain type de gel douche, certaines odeurs. Ça m'a énormément impactée dans ma vie intime. Laura, mais aussi son avocate, sont convaincus que l'affaire n'est pas terminée. Quand il y a des modus operandi comme ça, il y a d'autres victimes quelque part, mais qui n'ont pas la force de parler, soit parce qu'elles ont réussi dans ce milieu et qu'elles sont aujourd'hui encore soumises à l'influence qu'il peut avoir, soit parce qu'on se dit, après tout, à quoi bon, je suis passée à autre chose, à quoi bon, etc. Je pense, malheureusement, que le nombre de victimes va augmenter et qu'il sera puni, non pas uniquement, entre gros guillemets, à l'aune de ce qu'il a pu faire subir à ma cliente, mais à l'aune de ce qu'il a pu faire subir à l'ensemble de ses victimes. Stéphane Métro, présumé innocent, n'a pas encore été entendu dans cette affaire. Il est retourné vivre en Ardèche. Son avocat n'a pas souhaité s'exprimer.